Entrer dans une réalité inversée niveau 1. Une vie où la normale devient la norme. Le chemin débuta ainsi avec l'expérience qui m'a fait basculer dans une réalité inversée où la normale est la norme. Où avec ma casquette de femme et mon ficelle d'enfant, nous devenions subitement des êtres inadaptés dans un monde arbitraire qui nous rappelait constamment à son ordre, y compris quand je ferais appel aux instances de la République. C'est à partir de ces événements compris au début comme un accident, un gigantesque malentendu, liberté, égalité, fraternité, que j'allais découvrir cette réalité partagée ici et partout dans le monde aussi. Celle d'un échafaudage global qui maintient femmes et enfants à la merci de la violence humaine et institutionnelle admise comme loi. Sans qu'aucune femme d'aucun milieu ne puisse être assurée d'être à l'abri, donc sans qu'aucun homme ne puisse être assuré que sa compagne ou sa fille soit à l'abri où qu'elles aillent. Dans le tréfonds de cette descente, je n'avais pas encore pu assimiler les enseignements taoïstes que je recevais concomitamment dans le cadre de mes études, encore moins acquis de quelconque moyen de raccordement avec mon vécu au quotidien. Il me faudrait plusieurs années que je te résume dans ce livre pour pouvoir faire les liens, les utiliser et évoluer. Toutefois, j'éclairai mon récit dès le départ de ces compréhensions postérieures fondamentales, tout en partageant avec toi les premiers outils de guérison qui émergeront à ma conscience, comme des bulles d'air lors de cette période d'asphyxie. Ces graines d'une transformation intérieure qui se fera pas à pas baliseront notre chemin du temps de l'épreuve, proportionnel à l'apprentissage que j'en retirerai. Tous ces éléments te permettront d'en retirer les bénéfices pour toi-même, quelle que soit ta situation, tes blessures, ton propre contexte. Tu pourras donc toi aussi les utiliser tout de suite, rapportés à ton histoire. 40%. Quand on regarde les statistiques officielles, on apprend que 40% des cas de violence conjugale, physique et émotionnelle débutent pendant la première grossesse, c'est-à-dire précisément au moment où les femmes sont plus vulnérables. Pour ma part, en plus de l'épuisement physique et psychique, je me trouvais en difficulté, sans en être réellement consciente, par le fait d'être confrontée tous les jours à la responsabilité d'un bébé, si fragile à mes yeux, auprès de qui j'avais tout à apprendre à chaque instant et tout à fournir à toute heure du jour et de la nuit. Or, les besoins du corps et de la psyché d'une femme, après avoir porté un enfant pendant 9 mois, puis l'avoir mis au monde, sont incommensurables. Et la somme de travail que représentent les soins à apporter un bébé dans la foulée l'est tout autant. Rien dans notre société ne nous l'enseigne, ni ne prévoit d'y répondre dans le cadre d'une norme où la mère n'est jamais laissée seule avec par exemple une aide à domicile d'office qui sait, elle, quoi lui préparer à manger pour régénérer son corps et peut lui apprendre à répondre aux besoins de son bébé avec sérénité. Lorsque le conjoint dont la mission, en un tel moment de vie, est de créer et maintenir un espace total de sécurité physique et psychique, de disponibilité et de soins pour sa femme et son bébé, n'est pas au rendez-vous, alors la période sacrée d'accueil de l'enfant, supposée mobiliser le meilleur des énergies masculines et féminines pour la pleine vitalité du bébé et le tissage des liens familiaux, devient un parcours du combattant. Et la dimension sacrée s'évanouit peu à peu pour laisser place au calvaire. Un médecin généraliste témoignait de son expérience de 30 ans de carrière et concluait « Quand je vois l'état dans lequel sont les femmes de tout âge qui viennent dans mon cabinet depuis 30 ans, je n'ai pas d'autre explication que celle que les hommes n'aiment pas les femmes, leurs propres femmes. » Je ne me reconnaissais plus dans cette vie en chute libre. Je semblais fonctionner normalement à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais drainée et égarée. Ma vision de ma vie de famille avec notre bébé, ma personnalité, mon indépendance, encore vivace au début de la grossesse, puis disparue une fois mon ventre lourd, ma certitude de ce que je méritais de vivre, ma tranquillité naturelle, tout cela avait volé en éclats, alors même que je n'étais pas dépendante financièrement. Je me contorsionnais en espérant être soutenue et apaisée chez moi, puis simplement pour ne plus être attaquée. J'espérais tous les jours que ça s'arrangerait quand il aurait un bon travail, quand nous aurions vu un psychologue, quand ceci, cela. Peur, incrédulité, soumission, négociation, crise. Et finalement fuite dans un soubresaut d'énergie vitale, tandis que je voyais enfin avec une grande clarté qu'il n'était plus question d'espérer ou de s'adapter, mais d'agir, car nous allions, mon fils et moi, y laisser notre peau. Un non absolu s'était élevé à l'intérieur de moi dans un déchirement du réel. Un non au chaos et à la misère
multidimensionnel. L'avantage d'être poussé au-delà de ses limites, c'est que l'on doit bouger. Quand les choses sont moins difficiles, on reste, on s'arrange et le temps passe dans un entre-deux dont on n'apprend rien ni ne profite réellement. S'échapper. Au matin de mon déménagement, après un transit de 6 mois chez mes parents avec mon fils, où je me reconstruisais dans le nid, je me suis réveillée avec le sentiment d'être écrasée par la réalité. Je venais d'être extirpée d'un rêve dans lequel mon âme s'était enivrée pour quelques heures de la sensation que mon père s'occupait de tout. Il avait fait en sorte que toutes mes affaires puissent entrer dans mon studio d'étudiante en repoussant magiquement les murs du lieu. Dans mon rêve, mon père ne me dégageait pas seulement de la place, mais le sternum, les voies respiratoires, toute la psyché et l'horizon. Il transformait le sentiment d'échec et d'accablement devant la tâche qui allait m'incomber en l'aube d'une nouvelle vie libre, ce qui était vrai aussi. Mais l'aspect difficile de la réalité me rattrapait quand mes yeux s'ouvrirent sur un temps de septembre, maussade, et que ma conscience sortit de la brume. Je me sentais déstabilisée par la somme considérable de travail et d'émotions qui m'attendaient, comme le point culminant de 2 années d'égarement. Je savais le cadeau inestimable que me faisaient mes parents en me permettant matériellement d'échapper à l'emprise d'un homme devenu invivable, qui plus est avec un enfant. Cette gratitude était mêlée de peur, ne pas arriver à m'occuper de mon fils, me sentir seule aux commandes, sans savoir si j'en étais capable, avoir à lutter pour ma vie et la sienne. La tâche était lourde et pleine de responsabilités, et je ne me sentais pas de taille. Et ne pas y arriver engendrerait de terribles conséquences que je ne pourrais pas me pardonner. Vertige. Le format du studio me renvoyait à un âge d'étudiante et ce constat achevait mon image de moi. Je m'accrochais aux commentaires de ma thérapeute qui m'avait dit avec sa clope au bec « Ne vous inquiétez pas, c'est normal de vous réduire ». Ça m'aidait, car j'entendais que c'était le moyen de me recentrer et de prendre de nouvelles forces pour notre nouvelle vie à créer. Je me levais finalement. Cette journée allait reposer sur moi entièrement et c'était comme une allégorie de ce qui m'attendait pour le reste de ma vie. J'allais recevoir l'aide de mes amis, ceux rencontrés dans mon ancienne entreprise, et l'aide de ma famille pour porter les cartons. Mais désormais, mon existence et celle de mon fils reposaient sur moi, à toutes les échelles, dans tous les domaines et tout le temps. Bien que le père naturellement continuerait de faire partie du paysage, je savais d'expérience qu'il serait tout sauf un soutien et il le prouva tout de suite en commençant par annuler ses visites ou ses gardes au dernier moment, laissant notre fils en manque, en pleurs et en rage. La somme de travail et de logistique que représentait le fait de s'occuper d'un enfant en bas âge m'incombait donc en totalité. Sa construction psychique et émotionnelle, qui incluait de gérer les dégâts paternels aussi, cultiver son niveau de confiance quand je n'en avais plus en moi, cultiver sa capacité à trouver ses ressources dans les difficultés quand je n'étais pas certaine de pouvoir trouver les miennes. C'était une attention et un dépassement de tous les instants. Toute l'édification d'un être était à ma charge et c'était son avenir d'adulte qui se jouait à chaque instant. Or j'étais déjà et depuis longtemps à bout de souffle, à bout de capacité de création et de joie fondamentale pour l'équilibre d'un enfant et l'engramme de sa vision de l'existence. Je trouverai néanmoins la ressource de nous faire vivre le meilleur possible avec l'aide de ma famille, ma belle famille, toujours restée à nos côtés et ma volonté chevillée au corps de faire grandir mon fils dans un amour et un horizon sans bornes. Néanmoins, je n'aurais jamais pu concevoir les entraves ingénieuses que le père allait mettre en place consciemment ou inconsciemment. Je découvrirais qu'il ne se contenterait pas de ne pas être un soutien, mais que son nouveau projet de vie serait de me faire mordre la poussière sans aucune retenue. J'allais vivre les abus post-séparation par la ruine méticuleuse de tous mes efforts pour maintenir l'équilibre de notre enfant dans le surmenage du quotidien de mère célibataire et par l'empêchement de le protéger des conséquences du comportement narcissique et autoritaire de son père. Aveuglé par sa haine de lui-même et de moi, je constaterai que chercher à saper la ressource principale de son propre enfant en la personne de la mère, en rendant tout compliqué et douloureux, était tout à fait justifié à ses yeux. Toute sa contribution ne semblait être que petite vengeance et grosse punition. Mais je ne savais pas que c'était son projet de vie. Je ne comprenais pas, c'est tout. Je respirais peu, et mon fils, branché sur mon oxygène, respirait peu aussi.